Bonjour à tous, rien ne leur sera épargné dans un contexte de restrictions budgétaires et de responsabilité environnementale. Les data centers sont forcément dans la ligne de mire des chasseurs d'efficacité énergétique. Alors dès lors, quel pourrait être le portrait robot d'un Green Data Center? C'est le petit exercice de style que nous allons proposer à nos deux invités du jour. Pierre Mouyal, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable France Marché Data Center d'ABB. Et puis en face de vous, Pascal Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services data center d'HP. Alors ce ne sera pas très original, mais je vais peut-être commencer par une question un petit peu scolaire. Qu'est-ce qu'un Green Data Center en 2013? Qu'est-ce qu'un data center éco-performant, on va dire? Comment mériter cette appellation? Peut-être Pascal Lecoq, de quoi se compose-t-il? C'est un data center qui va répondre à plusieurs critères. Essentiellement, ça va être des critères liés à la conception. Donc déjà une conception qui prévoit une éco-responsabilité et une augmentation par rapport à des anciens critères de concept en termes de diminution de la consommation énergétique, donc augmentation de la performance énergétique au sens de sa consommation, aussi bien sur la partie IT, qu'il ne faut pas oublier, et sur la partie des infrastructures techniques. Donc sur la partie IT, bien évidemment, parce qu'un data center, c'est fait pour opérer des systèmes d'information, et donc si ces systèmes d'information en eux-mêmes consomment moins, de par leur infrastructure IT, bien évidemment, ça ne peut être que bénéfique au niveau du data center. Donc sur ces infrastructures techniques ensuite, tout ce qui est power cooling, bien évidemment, et ensuite une partie, on va dire, supervision et gestion technique qui va permettre d'optimiser le fonctionnement de ce centre informatique. Donc pour résumer, il y a trois grands éléments. Trois grands axes, effectivement, à la fois deux axes liés au concept côté IT et côté infrastructure technique, et un grand axe lié à la supervision et, on va dire, à l'hypervision de toute la partie énergétique de manière transversale. Alors Pierre Mouyal, est-ce que vous validez ce portrait robot? Oui, et puis peut-être, est-ce que... je peux rajouter, je dirais que pour un énergéticien comme ABB, d'abord, le green, c'est la réduction de l'impact environnemental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut consommer moins d'énergie, qu'il faut consommer mieux, donc de l'énergie plus propre, plus green, donc principalement des énergies alternatives non fossiles. Et troisièmement, consommer différemment et consommer plus localement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ces trois sujets, on peut les développer, concernent un data center, puisque c'est un gros consommateur, vous l'avez rappelé, qu'il est soumis de plus en plus à des contraintes économiques, mais aussi il va devenir, ces contraintes vont devenir environnementales. Il va devoir rendre des comptes à un environnement dans lequel il s'insère. À ce titre, le côté green, qui aujourd'hui est encore un petit peu une étiquette marketing, va devenir une composante essentielle dans les data centers. Alors je sais que l'une des particularités de l'offre d'ABB, c'est de mêler le courant continu, le courant alternatif. On en avait parlé l'an dernier lors de précédente émission. Tout à fait. C'est toujours une solution que vous proposez et que vous déployez? Oui, bien sûr. C'est une technologie pour consommer moins, puisque le courant continu, je ne vais pas réexposer ce qu'on avait évoqué l'année dernière, est une solution technique qui permet des meilleurs rendements électriques et une consommation, un rendement global du data center meilleur, et donc une dissipation moindre et un effet positif. Mais c'est pas une énergie différente, ni une énergie renouvelable. Là, on est sur la technique de distribution de l'énergie et du courant à l'intérieur d'un data center. Que ce soit alternatif ou continu, à la source, c'est une énergie fossile, si elle vient du réseau. Le sujet, il est de pouvoir utiliser de plus en plus des énergies alternatives, merci. Et on parle d'empreinte et de transition énergétique, on parle de mix énergétique de plus en plus. Qu'est-ce que c'est le mix énergétique? C'est de pouvoir utiliser de l'énergie produite non plus uniquement d'une source fossile, pétrole ou gaz, mais également utiliser d'autres sources comme l'éolien, le photovoltaïque. La particularité et la difficulté de ces sources, c'est qu'elles sont intermittentes. Donc il faut
associer à ça des moyens de stockage d'énergie ou d'autres moyens pour réguler la production en fonction de la disponibilité de cette énergie. C'est un petit peu ça le challenge des green data centers, c'est qu'ils vont devoir faire face à des méthodes différentes pour consommer l'énergie qu'ils consomment aujourd'hui. Très bien. Pascal Lecoq, j'imagine que vous me répondrez positivement, mais est-ce que les équipements, les serveurs tels que celles que vous proposez, concourent aussi à cette amélioration énergétique? Est-ce qu'on a eu des progrès notables dans ce domaine? Oui, tout à fait. Alors là-dedans, effectivement, quand on regarde globalement on va dire une métrique qui est communément utilisée, qu'on appelle le PUE, tellement galvaudé, mais on va dire tout le monde sait ce que c'est à l'heure actuelle, donc on va rester sur cette partie-là. Le PUE, il est consommé, effectivement, oui, on peut dire qu'il est consommé d'une partie qui est le 1, qui représente la partie IT, et au-dessus du 1, qui est tout ce qui est utilisé pour opérer cette IT. Bien, on travaille effectivement déjà sur cette partie du 1, qui est la consommation propre de l'IT, puisque diminuer la consommation globale énergétique du data center, déjà, si on diminue le 1, c'est beaucoup atteindre. Donc là-dessus, on travaille énormément à la fois sur les parties hardware, mais sur la manière avec laquelle on va opérer ce hardware et surtout avec laquelle on va organiser tout le système d'information. Donc sur la partie hardware, ce sont tous les éléments liés à la recherche dans les labs autour des composants, ce qu'on appelle low energy, à basse consommation, que ce soit au niveau processeur, que ce soit au niveau de toutes les cartes d'entrée-sortie, etc. Et de toute l'intégration qu'on va pouvoir faire de l'électronique sur le serveur ou sur le système de stockage. On pourra revenir en détail sur des nouveautés dans ce domaine-là, telles que le programme Moonshot chez nous. Mais ça va être aussi toute la partie logicielle qui va au-dessus. Donc cette partie logicielle qui va être tout simplement de mieux gérer la partie énergétique du serveur et de faire en sorte, par exemple, débrancher finalement logiquement certains des composants parce qu'ils ne sont pas utiles à un moment donné. Imaginons qu'on ait 2 cartes d'entrée-sortie sur le réseau, qu'à un moment donné l'activité fasse qu'une seule en termes de bande passante suffise. Et donc le logiciel au niveau du serveur va déshabiliter la 2e carte et faire en sorte donc que le système consomme moins. Donc ça c'est un point, mais si on va au-dessus de ça, tout ce qui est lié à la partie qu'on va appeler le cloud computing, ou plus généralement la virtualisation des environnements, l'objectif c'est bien d'avoir des systèmes logiciels d'hypervision de ces clusters de machines physiques qui vont opérer toutes les machines virtuelles, de manière à faire en sorte de finalement ne mettre en service que le hardware qui est lié à un instant T, à faire tourner les machines virtuelles dont on a besoin. Et donc de déplacer des environnements virtuels d'un serveur physique à un autre serveur physique pour consolider toutes ces machines virtuelles. Par exemple, la nuit, imaginons un système qui sert à prendre des commandes en ligne en France et qui la nuit va être très peu sollicité. Si sur la journée, il tourne sur 100 serveurs physiques, peut-être que 20 ou 30 suffisent la nuit. Donc on va déplacer toutes ces machines virtuelles et arrêter logiquement le service des autres serveurs physiques. Donc là, on est un petit peu dans l'intelligence de pilotage. Il y a un terme ou un acronyme plutôt peut-être un peu barbare pour les plus naïfs, et j'en fais partie, c'est celui de DCIM. Je crois que c'est vous avez notamment une actualité sur ce sujet chez ABB. Oui. Est-ce qu'on peut repréciser un petit peu le rôle de ces DCIM? Alors DCIM, ça veut dire Data Center Infrastructure Management en anglais, et donc ça a été repris d'une manière assez usuelle, y compris en France, on parle de DCIM, de DCIM. ABB fait partie des entreprises qui fournissent et qui offrent une suite de logiciels qui se veut la plus complète possible et couvrant l'ensemble des métiers. Je réagis à ce que vient de dire Monsieur Lecoq, parce que c'est très intéressant pour nous en tant que fabricants d'appareillage et d'équipements pour l'infrastructure, d'avoir un métier ou une industrie, je dirais, dont la production peut se délocaliser ou se virtualiser à plusieurs endroits. Quand vous produisez du papier, il y a des grosses machines à papier, elles produisent. Si vous avez besoin de transférer la production, il faut reconstruire une machine à côté. Là, on est dans un domaine où la production, la capacité de production peut se virtualiser et changer
au gré des conditions économiques, des coûts d'énergie qui se pratiquent à un endroit ou à un autre. Donc pour un énergéticien ou un producteur comme nous de solutions pour la gestion d'énergie, c'est très intéressant. Et le DCIM est un outil qui permet la gestion de ces transferts, de pouvoir savoir ce qui se passe dans une machine, savoir ce qui se passe dans plusieurs machines, donc au niveau de la virtualisation des machines informatiques, et pouvoir gérer ce parc de machines et gérer sa consommation et sa demande en énergie. Et ajuster cette demande d'énergie en fonction des événements autour, c'est-à-dire la capacité, l'offre, puisqu'on est de plus en plus contraints avec des pics de consommation qui ne sont pas forcément disponibles en permanence. Donc l'offre d'une part et le coût d'autre part. Donc c'est avec ces deux facteurs-là que l'exploitant va devoir jouer pour optimiser sa consommation et ses coûts. Parfait. Alors là, on est sur des considérations très technologiques, que ce soit sur les serveurs, sur les systèmes de gestion de l'énergie. Est-ce qu'il y a aussi une dimension architecturale ou de conception des data centers qui rentre en jeu, peut-être sur ces sujets? Je ne sais pas, M. Lecoq, par exemple? Oui, alors effectivement, nous, on travaille depuis un certain nombre d'années sur toutes les technologies liées à l'infrastructure du data center qui vont permettre de diminuer mécaniquement sa consommation d'énergie. Et donc là, on est sur la partie au-dessus du 1, sur la fonction au-dessus du 1, et qui peut aller jusqu'à des 3, 3,5, voire plus sur des data centers qu'on connaît, qui ont un certain nombre d'années. Donc là, l'objectif, clairement, c'est d'attaquer cette fraction qui est la consommation énergétique de toute l'infrastructure servant à opérer l'IT. Donc, M. Amouya, elle a parlé effectivement de la partie chaîne électrique, donc c'est une composante importante. À l'heure actuelle, il demeure toujours que la composante la plus importante, c'est la partie refroidissement. Parce que malheureusement, il y a une loi de la physique qui est incontournable, qui fait que, grosso modo, 1 kW électrique qui va rentrer dans un serveur, ça va être un convecteur qui fait qu'on a 1 kW de chaud à refroidir. Donc sur ces parties-là, effectivement, on travaille sur des technologies de refroidissement à très faible consommation énergétique. Alors, soit par le biais de technologies qu'on appelle free cooling direct à l'air, free cooling indirect à l'air. Donc ce sont des choses qui maintenant sont stables, bien connues, maîtrisées, et qu'on essaye d'insérer dans tous les concepts sur les data centers à l'heure actuelle. On en parlera dans une table ronde de cette journée. Tout à fait. Et ensuite, c'est tous les systèmes de récupération d'énergie. Donc là, effectivement, non pas diminuer globalement la consommation d'énergie, mais faire que l'énergie qu'on a produite et utilisée puisse être récupérée ailleurs pour servir à quelque chose, et donc un peu ce qu'on appelle le négawatt, donc de ne pas le consommer ailleurs, tel que le réchauffement, le chauffage de bâtiments ou ce genre de choses-là. Juste avant de passer à la partie marché, au business de cette émission, on a parlé de PUE tout à l'heure. Aujourd'hui, un data center performant, il affiche quel PUE? Alors, je sais pas, chacun a ses... C'est la question Pitu, ça. Ah, ben, si c'est la question de Pitu, je vais vous laisser commencer, monsieur. Je pense qu'on sera d'accord. On raconte un peu tout et n'importe quoi encore aujourd'hui sur le PUE, même si ce critère est devenu... d'une valeur usuelle que tout le monde partage. On parle de PUE, de 1, 2. 1, 2, ouais. Alors ça, c'est la théorie sur le papier. C'est comme la consommation des automobiles sur les prospectus. En réalité, il y a deux phénomènes qui contribuent à un PUE dégradé, donc supérieur à ces valeurs. Le premier, c'est qu'on n'est jamais en charge pleine, très rarement. Un data center est construit pour opérer en fonction de pics de production, et c'est jamais en permanence ces pics-là qu'il voit. Donc quand on est en dessous de 50% de la charge, on a des dégradations assez importantes dans la chaîne électrique et j'imagine dans les machines informatiques également. Donc le PUE est très dégradé. D'accord. Le deuxième phénomène, c'est que les équipements, la chaîne des équipements qui contribue à l'ensemble de la performance. C'est une chaîne très complexe à opérer pour l'optimiser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des outils qui deviennent de plus en plus complexes, des DCIM, parce que c'est très complexe à opérer, parce que ce n'est pas en mettant tous les curseurs à l'optimum de tous les paramètres qu'on va arriver à une performance globale améliorée. C'est avec des arbitrages et des compensations entre différents paramètres
qu'on pourra obtenir une performance globale. Donc difficile de s'arrêter sur un Alors je dirais, pour chiffre, répondre à votre question, un bon data center aujourd'hui, s'il a un PUE de 1 3, 1 4, c'est déjà performant. Très bien. Pascal Lecoq, vous signez sur un 3, un 4. Alors on va dire, non mais M. Amouyal a tout à fait raison. Et il n'y a pas de valeur. On a des outils de simulation de PUE en conception, donc ça c'est une chose. Et ensuite on fait des tests avant la mise en service d'un data center. Et effectivement, lorsqu'on met en service le data center avec des tests qui sont faits, des tests industriels à 100% de charge, avec des bancs de charge, etc., dans des conditions opératoires qui sont, on va dire, standards, on arrive à des PUE qui peuvent aller avec du free cooling direct à l'air sur des concepts technologiques récents, modernes, de l'ordre de 1,2 à 1,25. Par contre, dès qu'on a fini ces tests et qu'on enlève les bancs de charge, la répartition IT va être hétérogène, elle ne va très rarement monter à 100% ou avant des années, et dans des conditions opératoires qui, là aussi, ne reflètent pas forcément ce qui a été conçu. Donc avec une dégradation du PUE qui fait que, un très bon PUE en opération réelle de production, c'est effectivement un 30, un 35. Alors là aussi, dans nos régions, on va dire, tempérées de la France, on va dire, moitié nord de la France. On a des opérations en cours à l'heure actuelle au Sénégal ou au Maroc, où effectivement ce genre de PUE est inatteignable. D'accord. Bon, on va oublier un petit peu ces chiffres, on va parler du marché. Quand on parle de ces data centers très performants, est-ce qu'on parle uniquement des nouveaux data centers, ceux qui accueillent le cloud computing, enfin voilà les choses dont on aime bien parler et inaugurer, ou est-ce que ça concerne aussi la rénovation de centres existants? Sur ce sujet peut-être, Pierre Amouyal. C'est les deux. D'accord. Alors évidemment, c'est plus facile de concevoir à partir d'une feuille de papier, d'un greenfield, comme on dit dans notre jargon, un data center performant, prenant en compte toutes les technologies nouvelles, et celles qu'on a évoquées, à la fois dans les machines informatiques, sur la chaîne électrique, dans les performances de refroidissement, l'architecture, enfin tout ça c'est aujourd'hui bien maîtrisé par les architectes et les bureaux d'études spécialisés. On peut aussi pratiquer de la rénovation, c'est un petit peu plus compliqué parce que les infrastructures existent, donc changer, on a eu, nous, l'occasion de se frotter à 2-3 sujets qui sont compliqués parce que, à part arrêter le data center pour le rénover, ce qui est des complications aussi de compliqué, fonctionnement. il faut pouvoir le rénover par partie, sans pouvoir interrompre la production, c'est plus compliqué. Et le diagnostic de l'existant est déjà une première étape qui n'est pas facile. Et il y a un autre aspect, bon, on ne va pas l'évoquer trop longuement, mais c'est l'aspect psychologique aussi, qui n'est pas facile dans un contexte existant avec des gens qui maîtrisent, qui exploitent depuis un certain nombre d'années, qui fournissent de la production IT avec la sécurité demandée, au détriment probablement d'une performance énergétique. C'est souvent le cas. Ces gens-là ne veulent pas changer parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas intérêt à tout chambouler, à révolutionner mon exploitation pour gagner en performance sur mon bas de page économique, certes peut-être, mais ça risque d'être au détriment de la sécurité de la fourniture et de la continuité de service. Donc on a un effet psychologique, un frein un petit peu à rénover des installations existantes. Il y a peut-être aussi un effet financier. Est-ce que ça coûte plus cher un data center performant qu'un centre il y a 5 ou 10 ans? Et puis peut-être quel est le retour sur investissement sur ces technologies? Alors bien sûr, la performance a un coût. C'est indéniable. Et là, on rejoint un petit peu ce qu'on disait en introduction, et notamment Pierre Amouyal en parlait. Quand on parle de green data center, tout chemin qui va aller vers un accroissement de la performance va avoir un coût. Alors, de deux choses l'une, soit la prise de conscience fait que, au final, le financier va accepter pour des questions éthiques, pour des questions de bonne gouvernance en termes d'empreinte carbone, d'investir pour avoir un data center qui soit vraiment éco-responsable. Et là, je ne parle plus de performance énergétique, mais on parle bien d'éco-responsabilité. C'est-à-dire faible empreinte carbone. Vous pouvez avoir un data center qui est très performant d'un point de vue énergétique, mais qui en termes d'empreinte carbone n'est pas bon. Donc, est-ce que le financier va être capable, à la fin, de faire un chèque pour payer plus avec un ROI qui sera peut-être beaucoup plus long que
ces standards d'entreprise. Pour l'instant, on n'a pas encore vu, même dans les projets Greenfield qu'on a eus, des concepts de zéro, cette grande volonté de dépenser plus pour être plus éco-responsable. Mais pour économiser plus quand même, parce que sur l'aspect économie d'énergie... Alors, l'aspect économie d'énergie, c'est une chose, donc ça, c'est la balance financière, elle est très vite faite, hein, c'est sur les OPEX, sur les coûts d'opération, on dépense moins d'électricité, l'électricité coûte cher. On est quoi, sur 3-4 ans? Voilà, effectivement, on est sur des ROI de l'ordre de 3-4 ans pour, par exemple, mettre en place du free cooling direct par rapport à une technologie classique. Par contre, aller plus loin au niveau de la recherche de l'empreinte carbone en termes de tri énergie, en termes de capacité d'effacement du data center, être capable de tourner pendant les pics d'hiver 3 heures en autonomie avec des systèmes verts vraiment de production. Pour l'instant, le coût n'est pas encore, entre guillemets, rentabilisé avec les critères de ROI classiques. Peut-être pour terminer ce chapitre sur le marché, est-ce que vos clients, vos interlocuteurs aujourd'hui, ils sont à l'aise sur ces sujets? Est-ce qu'ils s'intéressent? Est-ce qu'il y a encore des blocages? On parlait des questions psychologiques. Est-ce que le milieu du data center ou des clients de data center est en mouvement? Pierre Amouyal, sur ce sujet. Je vais rebondir sur ce que disait M. Lecoq. On est précisément dans un marché, à mon sens, là ça n'engage que moi, qui n'est pas assez concurrentiel encore entre les acteurs. Sur lesquels les marges pratiquées sont importantes et la contrainte économique, finalement, au bilan global est pas suffisante pour générer des nouveaux comportements. Alors, hormis le directeur financier ou le DSI qui aura une conscience verte accrue et qui voudra aussi utiliser cette image pour avoir davantage de clients ou en tout cas les attirer, ça arrive, ça existe. On a un exemple en Suisse, ABB a fait un data center en Suisse qui s'appelle green.ch. Au moins là c'est bon, voilà, moi c'est clair, c'est affiché. Mais c'est quand même encore assez marginal, je dirais. Pourquoi? Parce que les contraintes sont la disponibilité de la production informatique, la continuité de service absolue, la sécurité des sites, avant les aspects économiques, parce que les marges qui sont pratiquées sont encore suffisamment importantes pour considérer que le compromis qu'on va faire ou le surcoût qu'on va appliquer n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Ça peut changer, mais on en parlera peut-être après. Très bien. Pascal Lecoq, sur ce sujet, est-ce que vos clients sont sensibles à ces sujets? Alors sensibles, effectivement, sur ces points-là, tout à fait. L'image verte avec un surcoût, comme vous le disiez, tout à fait, on a eu des clients comme ça qui disent oui, mais on va dire avec un retour d'investissement qui n'est pas quantifiable à l'heure actuelle, qui va être l'image de la société et la manière avec laquelle on va pouvoir marketer cette image verte. Donc c'est tout à fait vrai, on a les mêmes conclusions. Très bien. Peut-être une chose, effectivement, c'est que sur ce marché des nouveaux data centers, on va dire des méga data centers, parce que là, on parle vraiment d'un marché où ce sont des vaisseaux vraiment emblématiques des entreprises et qui communiquent dessus. Donc, ce sont des data centers dits méga data centers, à plus de 10 MW, 15 MW IT, qui font qu'ils opèrent aussi une partie très importante de l'IT, donc du système d'information du client. Et là, moi je me souviens d'un client qui m'a dit en anglais, « My data center is not a playground ». Ce n'est pas un terrain de jeu, d'accord? On ne va pas faire des tests, on n'est pas là pour élucubrer. On est sur des données sensibles. Il faut que ça marche, c'est bulletproof, ça ne doit pas s'arrêter. Donc on est plutôt dans le domaine, on va dire, du cadran des hautes technologies, mais suiveurs, que des pionniers en matière de data center. Donc on va laisser un petit peu mesurer les autres, hein, comme disait Pagnol, et puis après on va voir si on le met en place. Très bien. Juste pour terminer, parce qu'il nous reste assez peu de temps, si on se projette un petit peu dans le futur, quels sont les axes de progression des data centers? Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Je suis sûr que oui. Je dirais le comportement, justement, et ça passera un peu par la contrainte. Vu qu'on a peu de temps, je vais essayer de résumer en quelques phrases. Un exercice de concision. La problématique future des data centers va être de s'insérer dans leur environnement. De plus en plus, on va voir apparaître des contraintes environnementales
à l'échelle d'un quartier. On en voit arriver, et c'est plus seulement une image marketing, c'est une réalité. Il y a des écoquartiers qui se construisent de plus en plus, et il est inenvisageable pour un exploitant de data center d'installer au cœur d'un écoquartier un consommateur sans avoir à rendre des comptes, s'insérer et se préoccuper de son empreinte carbone. Donc ces éléments-là, ils vont apparaître dans les années. Et ce qu'on dit aujourd'hui à nos clients qui sont investisseurs de nouveaux data centers, c'est de dire attention, vous construisez quelque chose pour les 10 ans qui viennent. Et dans 10 ans, dans les 10 ans qui vont venir, il va y avoir ce phénomène-là qui va apparaître et un renchérissement du coût de l'énergie inévitable. On le voit à la radio, ne serait-ce que cet été, on va avoir droit à une douloureuse. A priori. Ça, c'est pour les consommateurs comme vous et moi, mais au niveau des coûts d'énergie, ça va monter. Donc, il va y avoir, de toute façon, à un moment donné, ils vont être au pied du mur et vont devoir s'adapter. Très bien. Pascal Lecoq, sur ces axes d'amélioration, est-ce que peut-être aussi au niveau technologique, il y a encore des choses à creuser? Bien, je dirais que tous les constructeurs d'équipements IT travaillent à diminuer ce 1. Donc c'est aussi cette partie-là, c'est-à-dire que globalement la consommation énergétique, c'est l'ensemble IT plus infrastructure des facilities. Et donc si le tout contribue à cette diminution, ça n'est que mieux. Donc on travaille dans les deux axes. Donc nous on a comment dirais-je, un motto qui est from the chip to the chiller, donc du processeur jusqu'au groupe froid. Quelque part, et donc la conception d'un data center et son opération surtout doit bien comprendre l'ensemble si on veut contribuer à ça. Dernière question avant de faire retentir la cloche de fin. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'instar du bâtiment, un jour, on aura des réglementations très strictes sur la performance énergétique du data center? Est-ce que c'est des choses qui sont dans l'air du temps? Sans doute. Je vous laisse répondre, Pierre Amouillat. On évoque déjà des codes of conduct. Ça ne ressemble pas à des réglementations et des normes au sens propre, mais il y a une convergence du métier vers des pratiques plus économes. On y va. Alors la technologie. Donc pas des normes et des standards, on pourrait. C'est des réglementations. Alors elles sont pas pour l'instant propres à la construction d'un data center. Elles sont liées plutôt à des morceaux d'équipements qui sont à l'intérieur. Et à un environnement. Je vous parlais tout à l'heure d'environnement. Moi, je crois plus à la contrainte des réglementations environnementales du quartier, de l'endroit où le data center sera installé. L'intégration dans un contexte. Voilà. Pascal Lecoq, sur ce sujet des règles. Tout à fait. Quand on parle du Code of Conduct, pour l'instant, on va dire que ce sont des standards de fait qui sont édictés et développés par des acteurs du marché, plus que forcés par une réglementation qui vient des pays ou de la Commission européenne. Je pense que très rapidement, ça va quand même glisser vers ça. Parce qu'effectivement, on ne peut pas concevoir que dans 5 ans, 10 ans, un data center qui va consommer 20 mégawatts puisse juste comme ça impunément consommer 20 mégawatts et ne pas être un acteur au sein de sa zone. Et ça, vraiment l'insertion, alors je ne parle pas de l'insertion paysagère, mais vraiment l'insertion énergétique et environnementale du data center dans sa zone proche est quelque chose qui sera, je dirais, la règle de l'art d'ici quelques années. On le voit déjà, des cahiers des charges qui arrivent en fait et qui sont dénommés ville verte de Tartampion, et dans lequel il y a un programme data center, il y a un programme universitaire, il y a un programme de laboratoire de recherche, plus des logements, plus etc. Très bien, écoutez, cette émission va toucher à sa fin cette fois-ci. Merci à vous pour vos éclairages et vos expertises sur ce sujet. On va continuer évidemment de développer toutes ces thématiques dans les 3 autres émissions de ce Web TV Théma spécial Green Data Center. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez verts, au revoir.